Bon, mon propos, c'est une vue historique de la médicalisation de la surdité de culture. Par la surdité de culture, je veux dire la communauté sourde. Il y a 2 ans aux États-Unis, le gouvernement américain a approuvé la proposition de la coopération cochléaire de commercialiser une oreille bionique, si on veut, une oreille électronique destinée à être implantée par intervention chirurgicale dans les oreilles d'enfants sourds de plus de 2 ans. Cet appareil, mieux nommé implant cochléaire, convertit les ondes sonores en courant électrique qui sont transmis à une électrode implantée dans l'oreille interne de l'enfant. Sous le titre « Nouvel espoir pour les enfants », implant qui donne l'ouïe et la parole, la revue American Health, la santé américaine, s'est enflammée, je cite, « Les résultats promettent d'être encore plus sensationnels chez les très jeunes enfants qu'ils ne l'ont été chez les adultes. Ces implants leur permettront vraiment de parler. » Fin de citation. C'est donc un miracle de la biotechnologie moderne, suggèrent les médias, alors que l'Association nationale des sourds aux États-Unis, le NAD, qualifie cette approbation, et je cite, « insensée du point de vue scientifique, technique et éthique ». D'un côté, audiologistes et otologistes crient au progrès remarquable, et de l'autre, la communauté sourde américaine crie au risque de régression pour ses membres. Qu'est-ce que c'est l'implantation cochléaire? Eh bien, c'est une opération chirurgicale qui dure à peu près 4 heures, sous anesthésie générale, et demande une hospitalisation de 2 à 4 jours. Une large incision en forme de croissant est pratiquée derrière l'oreille opérée et la peau est soulevée. Un morceau de muscle temporal est coupé, on perce un trou dans le crâne, puis on l'élargit afin d'y loger la bobine électrique interne de l'implant. Une partie de l'os mastoïde est coupée afin d'avoir accès à la cavité de l'oreille moyenne. En perçant encore, le chirurgien découvre la membrane de la fenêtre ronde qui donne sur l'oreille interne. Travaillant au microscope, le chirurgien la perce et introduit dans l'ouverture une fine électrode d'une 18 mm de long. Ce fil cherche son chemin au fur et à mesure qu'il s'enroule en montant dans la cochlée. Bien souvent, la microstructure extrêmement complexe et fine de l'oreille interne éclate lorsque l'électrode se fraye son chemin en écrasant des cellules et en perforant des membranes. Si l'oreille entendait encore en tant soit peu, il y a de grandes chances que ça ne soit plus le cas. En revanche, le nerf auditif ne risque pas d'être endommagé et l'implant stimule directement le nerf auditif. La bobine interne est ensuite fixée par quelques points de suture et puis la peau est recousue par-dessus. Après cette opération et la formation dont elle est toujours suivie, les enfants sourds typiques
c'est-à-dire les enfants qui sont nés sourds ou devenus sourds très tôt, seront-ils capables de comprendre une conversation alors? Probablement pas. Conserveront-ils donc une incapacité auditive importante? Oui, absolument. Donc, les enfants sourds implantés n'évolueront pas facilement dans le monde entendant, mais ils risquent fort, en outre, de ne pas évoluer facilement non plus au sein de la communauté sourde. Ils risquent donc d'avoir des graves problèmes d'identité, d'ajustement émotionnel, et même de santé mentale, ce qui n'a pas encore fait l'objet des études. Il est donc normal de demander si les avantages sont si réduits et les dangers psychologiques et sociaux si grands, pourquoi le gouvernement américain a-t-il approuvé la commercialisation de cet appareil? Et pourquoi les chirurgiens l'implantent-ils? Oui, pourquoi? Pourquoi pratiquer une médecine aussi héroïque sur de jeunes enfants sourds qui, de surcroît, ne sont pas en mesure de donner leur assentiment? Pour que l'on en soit venu là, il faut vraiment que la situation des enfants sourds ait été considérée comme désespérée. Et en effet, dans la société entendante, la surdité est stigmatisée. Le sociologue Erving Goffman a distingué 3 sortes de stigmates: physiques, caractérologiques et tribaux. Et je le cite. Il dit « Il n'existe qu'un seul homme complet qui n'ait pas à rougir aux États-Unis. C'est un jeune père marié, protestant, blanc, hétérosexuel, résidant dans une ville du Nord, ayant été en faculté, ayant un emploi, bonne mine, un poids et une taille convenables et des bons résultats sportifs récents. » Tout écart par rapport à ce modèle risque d'être vu comme un signe d'infamie. Et la société tend à en relever beaucoup dès lors qu'elle en a trouvé un. Mais le profane est induit en erreur non seulement par le stigmate communément associé à la surdité dans la société entendante, mais aussi, comme cela a été le cas pour d'innombrables parents d'enfants sourds, ils sont induits en erreur par les experts, les soi-disant experts en otologie, pédiatrie, psychologie, éducation spéciale, rééducation, c'est-à-dire par ce que j'appellerais l'institution audiste. Le vocabulaire et le cadre conceptuel que la société a utilisé à l'égard des sourds est fondé bien sûr sur l'infirmité. Et ce vocabulaire sert moins bien et les entendants et les sourds qu'un vocabulaire et un cadre de relativité culturelle. Les sourds dont il est question ici constituent une minorité linguistique et donc une communauté qui a une culture riche et ses propres formes d'art, son histoire de minorité, comme nous avons vu, et sa structure sociale.
Ce qui est en cause donc intellectuellement, c'est l'emploi d'un type de description plutôt qu'un autre. Pourquoi préférer une description fondée sur l'infirmité à une description culturelle? Un examen de la communauté sourde américaine démontre très rapidement le bien fondé d'une description culturelle. Il existe bien sûr une abondante littérature sur notre culture, c'est-à-dire la culture de la communauté sourde américaine, sur ses formes d'expression artistique, sur son organisation, sur sa structure sociale, ses moyens de transmission culturelle, ses valeurs spécifiques, ses réalisations artistiques, les comportements culturellement appropriés à différentes situations. Donc notre société est venue à regarder les sourds d'une certaine façon, à utiliser un certain vocabulaire associé à l'idée d'infirmité. Et cette pratique est tellement légitimée par les professions médicales et paramédicales, ce que j'appelle l'institution audiste, que la société croit, chez moi, qu'ils rendent compte directement et correctement des caractéristiques des sourds. Et ils ne sont pas conscients qu'ils ont fait un choix de parler des sourds d'une certaine façon. C'est-à-dire, ils pensent que leur façon de parler est de bon sens. Pourtant, il y a eu une époque dans l'histoire américaine, comme dans l'histoire française et européenne en général, où les entendants voyaient les sourds de culture essentiellement sous l'angle de leur culture et non pas sous l'angle de l'infirmité. L'histoire nous enseigne une leçon là-dessus. Il allait de soi en ce temps-là, c'est-à-dire pendant la plus grande partie du dernier siècle, qu'il fallait connaître la langue de la communauté sourde pour enseigner aux enfants sourds. Il allait de soi. Il était évident que les adultes sourds et la culture sourde devaient jouer un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Les sourds, nous avons vu quelques noms aujourd'hui, comme Berthier, comme Claire, comme Forestier, publiaient des livres, des articles dans les journaux et des journaux entiers. Ils tenaient des réunions sur des sujets les concernant spécifiquement, des congrès et des banquets. Ils discutaient même aux États-Unis les avantages et les désavantages d'avoir leur propre terre dans l'ouest des États-Unis, parce que dans le 19e siècle, le gouvernement américain donnait des terres à des peuples qui voulaient des terres. Et les sourds américains discutaient dans les journaux, est-ce que nous ne devons pas demander des terres où ça serait nous les sourds qui gouvernent? Un peu comme ici, ce sont les sourds qui gouvernent. Ici aujourd'hui, je veux dire. Il n'y avait pas des éducateurs spécialisés. Ce que l'on demandait à un bon instituteur, c'était deux choses. D'abord, d'être bien instruit lui-même, et deuxièmement, de connaître la langue des signes. Près de la moitié des instituteurs des sourds aux États-Unis dans le 19e siècle étaient sourds eux-mêmes. Près de la moitié. Et l'autre moitié étaient des gens apparentés à la surdité, avec des époux ou épouses sourdes, avec des parents sourds, des frères ou sœurs, des gens donc qui connaissaient la culture, la communauté et leur langue. Il n'y avait pas des audiologistes, des orthophonistes, il n'y avait pas de rééducateurs, ni de psychologues scolaires, et je pense, d'après ce que j'ai pu constater dans mes recherches, que ces spécialistes, pour la plus grande partie, n'étaient pas nécessaires. Les enfants sourds n'étaient pas paramétrés
selon les critères de ces professions, c'est-à-dire tant de décibels de perte, telle et telle fréquence, un profil ressortant d'un test de personnalité, un QI. Enfants et adultes sourds étaient au contraire décrits en termes culturels. Où allaient-ils à l'école? Qui d'autre était sourd dans leur famille? Qui étaient leurs conjoints sourds ou conjointes sourdes et leurs amis sourds? Où travaillent-ils? À quelles équipes de sport sourds et d'organisation de sourds appartenaient-ils? Quels services rendaient-ils à la communauté sourde? Ce sont les questions qu'on posait. C'est ça le profil qu'on dressait il y a 150 ans. Mais de nos jours, nous avons complètement changé de vocabulaire et de cadre conceptuel. Comment les experts font-ils donc de la différence culturelle une déviance médicale? Premièrement, ils caractérisent la différence dans le plus grand détail biologique. Comme dit mon ami sourd Ben Bahan, l'enfant sourd américain est une oreille avec un enfant attaché. Et bien souvent, ces dossiers pleins de précisions biologiques sont présentés de façon dégradante. Les spécialistes parlent beaucoup de l'incapacité de s'exprimer oralement. Ils ne parlent nullement de la capacité merveilleuse que nous avons témoignée nous-mêmes aujourd'hui, par exemple, de la capacité de communiquer visuellement. Ils ne parlent pas des gains en matière de perception, des gains en matière de cognition visuelle. Et deuxièmement, les experts, en optant pour ce modèle fondé sur l'infirmité, ils passent sous silence le modèle culturel. Ils ne mentionnent même pas à la mère ou au père qu'il existe une communauté des adultes sourds, une communauté qui, un jour, compterait parmi ses membres leurs enfants. Car c'est sûr, aux États-Unis, les sourds marient les sourds. Et plus tôt ou plus tard, s'intègrent à la communauté sourde. Ce qui plus est, les audiologues et les otologues, ils sont si mal formés que même s'ils avaient la volonté d'en parler, ils n'ont pas les connaissances en général. Mais cette classification médicale est le prélude à des événements extrêmement graves et profondément transformateurs. Des préludes à des usages particuliers à la maison, à une éducation dite spécialisée, à l'enseignement de certaines compétences, mais pas d'autres, à l'étude de certains sujets, mais pas d'autres, à des types particuliers de relations sociales, prélude au port de stigmates technologiques, je veux dire des fils et des appareils électroniques, prélude parfois même au recours de plus en plus de nos jours à la chirurgie. Et prélude aussi au développement d'une certaine image de soi sous l'effet de toutes ces forces. Les audiologistes remettent des enfants sourds, sains, transformés en patients, entre les mains des éducateurs spécialisés. Ces enfants sont désormais étiquetés infirmes et ils ont un alter ego, celui qui est décrit dans leur dossier. En fait, la tâche des éducateurs n'est pas d'éduquer,
c'est de trouver un traitement permettant de pallier ce que les ORL et les audiologistes ne sont pas en mesure de traiter, c'est-à-dire l'incapacité de l'enfant sourd d'entendre et d'apprendre normalement la langue orale. Une différence a été détectée, une vigoureuse campagne commence en vue de la faire disparaître. Cette médicalisation de la communauté sourde est marquée par une longue histoire de conflits entre les sourds et les entendants qui prétendent servir les sourds. Vers la fin du XIXe siècle, des instituteurs entendants se sont emparés de l'éducation des sourds, comme vous le savez bien, et ils ont interdit le ASL, la langue des signes américaine, et les instituteurs sourds. Par suite de ce changement de cadre culturel, les enfants sourds sont devenus des outsiders. Tout en empêchant toute véritable éducation, l'utilisation de la langue orale en classe et l'orthophonie n'ont pas permis de les réintégrer, ce qui n'a fait que confirmer que ces enfants étaient déficients. Par la suite, l'échec de leur éducation a renforcé la nécessité de l'éducation spécialisée, de recours aux experts en psychologie et en matière de rééducation. Enfin, pour couronner le tout, à partir de la fin des années 70 de ce siècle, les enfants sourds aux États-Unis ont été de plus en plus placés dans les écoles entendants du quartier, l'intégration scolaire. Coupés du monde des sourds, incapables de communiquer de façon substantielle avec leurs parents, leurs semblables et leurs instituteurs, ils sont alors devenus handicapés, comme jamais ils ne l'étaient auparavant dans l'histoire des États-Unis. « 76% des enfants sourds aux États-Unis actuellement sont dans une classe où il y a une ou aucune autre enfant sourd. Donc, ils sont sur le banc des sourds dans des classes entendants, totalement désemparés. La représentation est un acte politique. Quand ces enfants deviennent les objets techniques de la recherche psychométrique, cela rend possible l'existence de l'institution audiste. La représentation des sourds comme infirmes est étroitement liée à la gestion de leur éducation, de leur formation et du programme d'implantation de prothèses cochléaires. Du fait de la description qui est faite des sourds comme des êtres socialement isolés, intellectuellement faibles, psychologiquement impulsifs et émotionnellement immatures, il semble nécessaire de faire appel à la psychologie, à l'éducation spécialisée, à la rééducation et même à la chirurgie. L'échec de l'éducation des sourds rend d'autant plus attirant une intervention médicale abominable et mal justifiée. L'institution audiste a de multiples raisons de croire à l'infériorité constitutionnelle des sourds. Cette croyance permet de mieux justifier tous les entendants qui gagnent leur vie grâce aux besoins supposés des sourds. En outre,
Cette politique dissimule les véritables motifs de l'échec de l'éducation audiste. Mais surtout, l'idée que les sourds sont biologiquement inférieurs arrange l'institution audiste parce qu'elle dispose d'un secteur qui se consacre au traitement de leurs défauts constitutionnels, c'est-à-dire la correction chirurgicale. Si la surdité de culture n'était pas médicalisée, comme demandait cet après-midi notre ami et collègue Guy Bouchevaux, par exemple, si simplement il s'agissait d'une minorité linguistique, alors il n'y aurait pas d'éducation spécialisée. Il n'y a pas d'éducation spécialisée pour les hispanophones aux États-Unis. Il y a simplement une éducation bilingue. Si les membres de la communauté sourde étaient caractérisés en termes culturels et que l'éducation bilingue était un grand succès, les parents seraient faiblement tentés de faire appel à une intervention chirurgicale, peu utile et dont les dangers pour la plupart des enfants sourds sont encore mal connus. Donc la triple entreprise engagée s'empare du corps de l'enfant par la psychométrie, par l'éducation et par la chirurgie. Michel Foucault avait raison quand il disait que dans ce genre de bataille, le champ de bataille est le corps humain. Orientateurs et fournisseurs de services font corps. Les audiologistes favorisent les programmes d'éducation orale, bien sûr, et les otologistes favorisent les audiologistes, qui d'ailleurs souvent travaillent pour eux. Or, les sourds sont exclus de tout rôle comme orientateurs. La pose d'un implant cochléaire exige que les enfants soient mesurés sur les terrains de l'audiologie, de la psychologie. Elle détermine leur relation de communication avec leurs parents. Elle façonne leur environnement familial. Elle pousse l'école à s'engager à poursuivre des objectifs non académiques. Elle implique l'introduction dans le crâne des enfants d'appareils électroniques qui affectent continuellement leur milieu sensoriel, leur rapport avec ceux qui les entourent et leur image d'eux-mêmes. Cette intervention donc est d'une grande portée. Et d'ailleurs, les instituts nationaux de santé aux États-Unis précisent, et je cite, « Les enfants implantés doivent néanmoins être considérés comme des malentendants et continueront à avoir besoin pendant longtemps de nous, c'est-à-dire d'aide en matière d'éducation, d'audiologie, d'orthophonie, etc. » C'est le biopouvoir. Une intervention brutale dans la vie de l'enfant à l'appui de rejet par la majorité de la langue, de la culture et des valeurs d'une minorité. La spécialité médicale, donc, qui est l'otologie, a élargi sa clientèle traditionnelle, au-delà des entendants devenus sourds, qui, eux, cherchent à être traités, et pour lesquels un modèle fondé sur l'infirmité est approprié. Maintenant, l'otologie a recruté une nouvelle population, c'est-à-dire des membres de la communauté sourde. Bien sûr, il ne s'agit pas des adultes sourds. Aux États-Unis, les adultes sourds, à 95%, rejettent la suggestion d'un implant cochléaire.
Ce qui est d'ailleurs, c'était une très grande surprise et déception pour les fabricants des implants cochléaires, qui pensaient faire une affaire de 5 milliards de dollars en vendant un implant cochléaire à chaque sourd américain. Mais en revanche, il est possible de médicaliser les sourds de culture quand ils sont jeunes. Et cela pour une raison très spéciale, c'est que ces enfants sourds, le plus souvent, ont des parents entendants. Des parents qui ne partagent pas la culture, l'histoire, l'héritage, la langue de leurs enfants. Donc, les parents entendants, souvent écrasés par la culpabilité, le chagrin, l'anxiété et largement ignorants de la communauté sourde, acceptent couramment, sans discernement, ce modèle d'infirmité. Ils cherchent donc de l'aide auprès des institutions sociales liées à l'infirmité, c'est-à-dire la médecine, l'audiologie, l'éducation spécialisée. Mais la médecine héroïque pour sauver les enfants sourds de leur état perçu comme désespéré par les entendants, cette politique a une longue histoire. Ça n'a pas commencé il y a 2 ans avec les implants cochléaires. Par exemple, le père de l'otologie, c'est votre cher français Jean-Marc Itard. Quand ses efforts pour apprendre aux enfants sourds à parler ont échoué, il commença à l'école de Paris en 19e siècle toutes sortes de tentatives électriques et chirurgicales et autres. Par exemple, il commença à l'école de l'abbé de l'Épée en envoyant des décharges électriques dans les oreilles des élèves. Il posa aussi des sangsues sur le cou de certains élèves de l'école dans l'espoir qu'un saignement local apporterait une amélioration de leur état déplorable. 6 élèves eurent le tympan percé, ce qui fut bien sûr douloureux, mais bien sûr sans effet. Chez beaucoup d'élèves, Itard introduisit une sonde dans la trompe d'Eustache qui va de la gorge à l'oreille moyenne et irrigua l'oreille moyenne, ce qui rend le sujet très malade. Mais bien sûr, ça ne servait à rien. Il versa une potion secrète dans les oreilles de tous les élèves de l'école qui n'étaient pas sourds de naissance, à raison de quelques gouttes par jour pendant 2 semaines, mais en vain. Avec d'autres élèves, il tenta un régime de purgatif quotidien. Et d'autres encore eurent les oreilles couvertes d'un bandage imbibé d'un agent vésicant. Au bout de quelques jours, leurs oreilles perdirent toute leur peau, devinrent purulentes et terriblement douloureuses. Et quand une croûte se forma, Itard appliqua de nouveau le bandage. Et la blessure se rouvrit. Et puis il répéta ce cycle et appliqua de la soude caustique. Rien n'y fit. Itard essaya encore de fracturer la crâne de quelques élèves en frappant la région située juste derrière l'oreille avec un marteau. Sur une douzaine d'élèves, il posa un bouton métallique chauffé à blanc derrière l'oreille, ce qui entraînait la production de pus et d'une croûte au bout d'environ 1 semaine. Un autre des traitements d'Itard consista
à passer un cordon dans le cou des enfants à l'aide d'une aiguille, ce qui causait une blessure purulente qui était censée permettre aux mauvaises humeurs de s'assécher. Tout cela se solda par un échec, bien sûr. Hitler n'était pas le seul. Mais la fin du 19e et le départ de notre siècle a vu une autre initiative biologique et médicale qui s'attaquait contre les sourds de culture, à savoir le mouvement eugéniste, qui voulait améliorer la race et éliminer la communauté sourde selon le principe de l'élevage sélectif. En effet, si les membres de cette communauté souffraient d'une infirmité, ainsi que l'impliquait la médicalisation de la surdité de culture, et si cette infirmité se transmettait dans des familles, il était alors évident pour de nombreux audistes qu'il fallait décourager les sourds de se reproduire. Le plus célèbre audiste de l'époque fut l'inventeur du téléphone. Au moins, c'est celui que nous, les Américains, prétendent est l'inventeur des téléphones, c'est-à-dire Alexander Graham Bell. Bell est devenu très riche à la suite de son invention et il consacra sa fortune, son renom et son prestige à la suppression du mariage des sourds. C'était juste après le congrès de Milan qu'il a commencé ses efforts. La langue des signes et les internats créaient une communauté sourde, disait-il, communauté au sein de laquelle les sourds se marient et se reproduisent, ce qui était dangereux pour le reste de la société. Étant donné qu'il y a des schémas récurrents de surdité dans les familles, je cite, « On peut craindre que le mariage de ces personnes entre elles ait des conséquences désastreuses pour leur progéniture. » Fin de citation. Donc, il convenait de fermer les internats, d'instruire les sourds dans des petits externats, et la langue des signes devait être interdite et les instituteurs sourds évités. Bell a écrit une mémoire dite scientifique qu'il avait présentée à notre académie de sciences et qui s'appelait « Mémoire sur la formation d'une variété sourde de la race humaine ». Et ce mémoire a été largement répercuté par la presse. La consternation fut grande parmi les jeunes sourds qui avaient pensé de se marier avec des sourds ou sourdes. Et beaucoup de jeunes personnes sourdes ne se mariaient pas. Un grand nombre de parents entendants d'enfants sourds choisirent de faire stériliser leurs enfants. Parmi les moyens biologiques de contrôler et en fin de compte d'éliminer la culture, le langage et la communauté des sourds, les implants cochléaires, donc, ont des antécédents historiques dans le domaine de l'expérimentation médicale sur les enfants sourds et dans la régulation des naissances d'enfants sourds. J'ai personnellement étudié soigneusement tous les résultats scientifiques publiés sur les implants cochléaires et l'enfance et je suis absolument convaincu que du point de vue de lui, ces interventions sont d'une valeur très minimale.
Ces interventions en général ne permettent pas à l'enfant de comprendre la parole, par exemple. Voici la conclusion d'un grand scientifique qui, comme moi, a étudié les implants cochléaires. Je cite, « Vu les limites de toute prothèse cochléaire à l'heure actuelle, on peut prédire que le niveau de performance des enfants sourds pourra peut-être égaler, mais sans plus, ceux d'enfants profondément malentendants qui portent des appareils de correction. » Je vous donne un exemple. Il y a une étude où on a présenté à des enfants portant des implants cochléaires et puis à des enfants profondément sourds portant des prothèses, des phrases très simples à comprendre comme « fermez la porte » en indiquant la porte et en l'articulant très nettement à l'enfant. Eh bien, les enfants sourds portant des prothèses comprenaient 8 phrases sur 10 par moyenne dans cette expérience. Les enfants sourds portant des prothèses cochléaires et ayant eu une année de formation, de lecture labiale et de perception par l'ouïe, ont compris par moyenne une phrase sur 10. Mais beaucoup d'Américains, je dirais même la majorité, admettraient que la société ne devrait ni rechercher des outils scientifiques, ni les utiliser pour transformer biologiquement une minorité en une majorité. Même si nous avions la possibilité, ce que nous n'avons pas, même si les prothèses cochléaires marchaient parfaitement, est-ce que nous avons le droit, moralement, de convertir un enfant d'une minorité culturelle et linguistique dans la majorité, simplement parce que la vie est plus difficile pour un membre d'une minorité? Je dirais que même si des enfants destinés à faire partie des communautés afro-américaines, hispano-américaines, indiennes ou sourdes pouvaient être transformés par le biopouvoir en mâles, caucasiens, blancs, entendants comme moi, même si la société pouvait faire cela, elle ne devait pas le faire. La science ne donne aucune indication quant au point où il faut tracer la frontière entre la diversité utile et la déviance à traiter. Tout au long de l'histoire américaine, les médecins et les chercheurs en médecine ont taxé divers groupes de biologiquement inférieurs, alors qu'ils ne sont plus considérés ainsi aujourd'hui. Citons parmi eux les femmes. Dans notre histoire, les femmes étaient considérées nettement comme biologiquement inférieures. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, être des soldats, jusqu'on en avait besoin dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Noirs, qu'on prétend toujours dans certains cercles scientifiques, ont un cerveau qui est biologiquement inférieur. Les gays et les lesbiennes, bien sûr, qui n'étaient démédicalisés officiellement qu'il y a 7 ans à peu près aux États-Unis. Les Européens du Sud, nous étions assurés pendant le moment de le grand afflux des Yougoslaves et des Italiens vers les États-Unis. Oui, je cite toute une liste des minorités qui étaient considérées comme inférieures biologiquement. Les femmes, les noirs, les gays, les lesbiennes. Et même les Européens du Sud. Pourquoi cela? Parce que au moment du grand afflux vers les États-Unis du 1900, les Européens du Nord
les Allemands, surtout les Scandinaves, étaient, entre guillemets, des Américains. Et ils regardaient l'arrivée des Yougoslaves et les Italiens, etc., avec crainte. Et ils estimaient que ces gens étaient inférieurs, pas de circonstances, mais biologiquement. C'est ce qu'on dit actuellement des Noirs. Et bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis longtemps des sourds. Donc, l'histoire nous apprend une leçon là-dessus, c'est-à-dire que les minorités linguistiques et culturelles sont à une époque vues comme infirmes et à une autre vues non pas comme déviants, mais simplement comme différents. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, comme en Europe, on pense de plus en plus que les communautés des sourds du monde sont des minorités linguistiques et culturelles. En Amérique, cette reconnaissance du statut de la communauté sourde, renforcée par le mouvement des droits civiques, gagné par les Noirs, les Hispaniques et autres, est en train d'aboutir à une meilleure acceptation des sourds. C'est en acceptant que les enfants sourds sont sourds et ont un riche passé culturel et linguistique qui peut enrichir la vie de leurs parents comme la leur, que l'on peut le mieux servir les intérêts de ces enfants et de leur famille. Notre société devrait suivre le conseil de l'adolescente sourde qui, réprimandée par sa mère parce qu'elle ne portait pas le processeur de son implant cochléaire, lui lança amèrement de retour « Maman, je suis sourde. Laissez-moi être sourde. » Merci. Les conférences ont été particulièrement intéressantes, notamment celle de M. Harlem Hain. D'ailleurs, si je spécifie la vôtre, c'est qu'un sourd a lui-même subi une intervention, va pouvoir apporter son témoignage. Bien, bonjour, je suis sourd et je suis enseignant de maths pour un niveau CM2 6e dans les écoles et classes bilingues de Poitiers. Je m'appelle Alexis. Bien, mon signe est celui-ci. Pourquoi m'être baptisé ainsi? Je suis né sourd. Mais pas, comme beaucoup d'enfants sourds, n'ont pas eu dans l'éducation basée sur la langue des signes. Mais un jour, mes parents ont eu une information par la télévision, par les informations télévisées, qu'il avait des possibilités, grâce à une intervention chirurgicale, et l'on pouvait restaurer l'audition chez les enfants sourds. En tout cas, c'est ce qu'ils ont cru, c'est ce qu'ils ont espéré. J'avais à cette époque 8 ans. Nous sommes donc allés à Paris, où j'ai subi cette intervention. Effectivement, à la suite de cette intervention, je percevais des sons. Et ça devait être un succès, c'est assez prometteur. J'ai donc retrempé ma scolarité et j'entendais relativement bien. Mais au bout d'un mois, le système a été défaillant. Il est tombé en panne. Il a donc fallu que je retourne à Paris pour une réparation. Et à la suite de ça, je suis rentrée chez moi
Et au bout de 2 mois, de nouveau, une dépression synthétique. Et donc, j'ai commencé à déprimer. Mais c'est pourtant me rétorquer que par la suite, avec la modernisation moderne et la technologie de pointe, on arrivera à des choses beaucoup plus fiables. En tout temps, cependant, j'ai eu la possibilité de découvrir la communauté sourde, de découvrir la culture sourde, la langue des signes. J'ai été séduit par cette communauté. Cependant, c'était très difficile au départ, car les sourds se moquaient de moi, me critiquaient ce qu'avaient fait mes parents, ce qui avait été fait. Et j'ai fait preuve, j'ai continué à ce milieu, et j'ai fini par être convaincue que j'ai fait mon choix à moi, la langue des signes. Et depuis, j'ai renoncé à toute opération. Et je rejette cette possibilité, complètement. Alors, que pensez-vous là, M. Herman? Je trouve formidable que monsieur a trouvé les yeux, le peuple. Malheureusement, j'ai très peur, comme beaucoup d'enfants plantés dans la langue, qui auraient peut-être le même sujet que vous, qui peut-être n'ont pas le courage ni la possibilité de s'intégrer à la communauté sourde et qui n'ont pas la capacité de s'intégrer dans la communauté entendante. J'ai très peur, et surtout je trouve horrible que l'on continue à implanter ces jeunes sans avoir étudié la question, sans avoir soulevé un certain nombre de ces enfants pour voir cette adaptation saine à la communauté sourde. Et à quoi ça sert de les implanter? Est-ce qu'il faut une adaptation saine à la communauté entendante? Bon, si nous écartons les problèmes éthiques et moraux, ce serait intéressant de savoir. Mais pour l'instant, nous sommes complètement dans le noir. Je pense que les parents peuvent porter plainte contre les médecins en disant que vous avez expérimenté sur mon enfant. C'est ce qui s'est passé dans votre cas. Moi, je trouve l'expérimentation sur l'enfant idiote, rébarbatif. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons dans la civilisation. Donc je suis ravie que vous en êtes échappé bien. Malheureusement, je ne suis pas convaincue que tous les enfants sourds sont comme vous.